Bienvenue sur Monaco Info, nous sommes le mardi 27 novembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous irons au Grimaldi Forum pour découvrir la 3e édition du Chef World Summit, un rendez-vous mondial destiné aux professionnels de la gastronomie. Nous vous parlerons des avancées concernant le traitement de Parkinson et des maladies neurodégénératives à l'occasion d'une conférence qui vient d'avoir lieu. Noël approche, nous vous présenterons les petits chalets en bois tout proche du casino dans le quartier de Monte-Carlo. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à une nouvelle manifestation qui s'est déroulée durant le Salon de la gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille, un concours de cuisine en direct. Je vous propose de nous rendre pour débuter au Grimaldi Forum. Alexandra Pani a suivi de près la 3e édition du Chef World Summit. Elle est allée à la rencontre des différents exposants pour vous faire découvrir les produits qui étaient présentés. Reportage. Ils cherchent l'excellence pour leur restaurant et plus largement leur profession. Pour la 3e année consécutive, le Chef World Summit s'est tenu en principauté. 3 jours pour partager autour de conférences, d'ateliers et des exposants. Cette année, l'éco-responsabilité et les produits locaux étaient au cœur des discussions. Et pour cette 3e édition, le chef doublement étoilé du Mirazur à Menton, élu 3e meilleur restaurant au monde en 2018, a accepté d'en être le parrain. C'est très important ce type de manifestation et surtout celle-ci en spécial. Cette année, le thème, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Et spécialement au Mirazur, on travaille énormément pour essayer de réduire l'empreinte carbonique, pour essayer de maintenir un réseau des producteurs régionaux qui travaillent en accord avec la terre. Des conférences autour de la saisonnalité des produits, du métier de sommelier ou encore des conseils en matière d'image et de communication, mais aussi une 60aine d'exposants venus présenter les qualités de leurs produits locaux. Nous, on présente des huîtres de Marianne Oléron. En fait, on a étendu notre gamme à 14 types d'huîtres. Donc en fait, on vient les présenter aux chefs principalement, parce qu'on essaie de travailler des produits de saison et de qualité à l'année. La société Chedeville est basée en région parisienne et fournit la plupart des grands hôtels de la côte en produits petit déjeuner, jambon blanc, tout ce qui est spécialité est à base de cochon. Et là, on en profite pour rencontrer nos clients, nos amis chefs et puis nos amis tout court, quoi, voilà. Vous venez depuis le début, on est là depuis le début, voilà. On est des pionniers du World Summit à Monaco. Voilà. Et on voit grandir tous les ans l'événement et on est plutôt ravis. Ce sont des créations sur mesure qui sont faites pour des chefs. On tient une ligne de conduite. L'huilerie Saint-Michel est une huilerie qui existe depuis 1896. Donc une renommée quand même à la fois locale mais aujourd'hui un peu plus étendue. On grandit avec les chefs et avec leurs envies, avec leur ligne de conduite. Et toutes ces huiles-là, en fait, elles sont faites par rapport à leurs envies du moment et elles sont appropriées par rapport à leur cuisine. Si vous voyez, que ce soit Mauro Colagaco qui est le parrain cette année, lui, c'est quelqu'un qui les agrumes sont souvent assimilés dans sa cuisine. Donc on a créé des huiles d'olive au citron de menton, par exemple, ou citron gingembre. Une promenade dans ces allées qui permet de découvrir des produits étonnants et savoureux, mais également du matériel pour le quotidien des chefs et restaurateurs, comme ces tabliers tendance ou ces assiettes inspirées d'éléments naturels fabriqués en Espagne. Depuis quelques années, on est très focalisé sur la haute gastronomie, donc on travaille principalement avec des chefs étoilés, notamment avec des restaurants traditionnels et des hôtels, autant des palaces comme des hôtels d'une étoile. Et ce qu'on essaie d'offrir à nos clients, c'est un produit qui soit basé sur la nature. On s'inspire beaucoup sur les textures qu'on peut retrouver dans la nature, donc des oursins, des huîtres, des troncs d'arbres. C'est vraiment un sentiment qu'on veut transmettre aux chefs, parce que l'idée, c'est un peu d'offrir un produit qui met en valeur tout le travail qu'il y a derrière la cuisine, les heures qui passent les chefs à pouvoir offrir une expérience à leurs clients. Le prince souverain a lui aussi pris le temps de venir découvrir ces différents stands et d'échanger avec les exposants présents. Rappelons que ce salon s'adresse aux professionnels de la restauration uniquement, mais que les plus gourmands se rassurent, tous ces produits peuvent se trouver facilement chez les restaurateurs et commerçants de la région.
Le professeur Alim Louis Benabid, célèbre neurochirurgien, a donné une conférence en principauté pour évoquer les toutes dernières avancées concernant le traitement de Parkinson et des maladies neurodégénératives. Reportage de Christine Latomel. Mondialement reconnu, le professeur Benabid est à l'origine des grandes avancées concernant le traitement de la maladie de Parkinson. Dans les années 80, avec le professeur Pollack, il invente la neurostimulation profonde, ce qui a permis en plus de 30 ans de traiter les symptômes de la maladie de Parkinson chez plus de 200 000 personnes à travers le monde. C'est à ce jour le seul traitement chirurgical capable d'arrêter les symptômes moteurs de la maladie, une maladie très difficile à vivre pour les Parkinsoniens. La difficulté, c'est que c'est une maladie qui touche essentiellement la motricité. Donc tout est motricité, on se déplace, si je vous souris, c'est de la motricité, si je fais quelque chose, on exprime tout à travers des mouvements. Et ces malades se retrouvent dans une espèce de paralysie générale. Ce n'est pas vraiment une paralysie, mais ils ont une faciès imperturbable, ils ont des mouvements qui sont très lents, la marche aussi, ils sont ralentis dans leur vie, tout en ayant un intellect qui n'est absolument pas touché. Même si on a l'impression qu'ils sont un petit peu ralentis, ils sont ralentis sur le plan moteur, mais pas du tout sur le plan cérébral. Donc ça, c'est très difficile à vivre. Ça touche des gens qui sont en pleine activité professionnelle, ça démarre entre 40 et 50 ans, et puis ça ne fait que s'aggraver. Donc c'est ça essentiellement. Mais depuis ces dernières années, les recherches ont avancé et un essai clinique ne devrait pas tarder à voir le jour. Aussi bien la stimulation cérébrale que le traitement médical, qui est le traitement de la majorité des Parkinsoniens, ne sont efficaces que sur les symptômes. Et quand on arrête l'un ou l'autre, les malades se retrouvent dans l'état où ils étaient avant qu'on mette le traitement, et parfois même un peu moins bien, puisque la maladie continue à évoluer. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est prêt, et puis j'espère qu'on va quand même avoir l'autorisation avant la fin de l'année. Et celle-là, ça ressemble un peu à la première, c'est-à-dire qu'on met un appareil sous la peau, il y a quelque chose qui monte dans la tête, mais ce qui descend dans le cerveau, c'est une fibre lumineuse et qui va éclairer avec c'est de la lumière proche infrarouge, qui n'a pas d'effet très particulier, sauf qu'elle est captée par certaines molécules qui se trouvent justement dans les zones qui dégénèrent. Et on a montré, in vitro et également expérimentalement, que ça a un effet neuroprotecteur. Donc c'est une intervention qui doit se faire le plus tôt possible, dès que les diagnostics sont faits, de façon à préserver le plus possible les malades et interrompre ou au moins ralentir l'évolution de la maladie. De grands espoirs donc pour les malades de Parkinson qui pourraient voir leur vie changer pour la première fois grâce à l'illumination proche infrarouge intracrânienne. Les causes de la maladie pourraient être traitées et permettraient de stopper son évolution. À savoir aussi que d'autres innovations de rupture sur la tétraplégie et l'épilepsie sont aussi en cours de développement. Vous l'avez entendu, un bel espoir pour les malades atteints de Parkinson, un espoir peut-être aussi pour ceux qui sont atteints d'Alzheimer, comme nous l'a confié la présidente de l'AMPA à l'origine de cette conférence. Je vous propose d'écouter Catherine Pastor, suivie de la réponse du professeur. Ça fait 10 ans que je m'occupe d'Alzheimer, je vois qu'il n'y a encore pas de solution, on n'a pas trouvé de médicaments encore et c'est ma grande peine de voir qu'on ne peut pas soulager ces patients. Et alors le professeur Benabid a fait tellement de recherches sur le cerveau. En particulier, il a fait des infiltrations intracrâniennes dans la maladie du Parkinson pour arrêter les tremblements. Il a fait marcher des tétraplégiques grâce à un exosquelette. Enfin, il a fait beaucoup d'innovations. Il travaille avec les nanotechnologies et je pense que c'était un devoir de le faire venir à Monaco pour qu'il nous explique et nous donne un peu d'espoir. D'ailleurs, c'est l'espoir. Ces grands professeurs, c'est notre espoir. Voilà, c'est pour ça qu'il vient à Monaco. Nous, ce qu'on fait, c'est pour la maladie de Parkinson, mais les mécanismes dégénératifs sont ils ont une partie qui est commune. Et justement, c'est cette partie sur laquelle l'illumination infrarouge est efficace. Donc si ça marche chez le Parkinsonien, il y a des chances, il faut être prudent, il faut faire très attention à ne pas déclencher des espoirs, c'est une information, mais il ne faut pas dire si ça marche, on traite là. Si ça marche, on va pouvoir
faire le travail qu'on fait exactement, aussi bien sur des modèles expérimentaux, animaux, qu'on est en train de préparer, et puis l'essai clinique, quand on l'aura, ça veut dire quand même quelques petites années, pas forcément beaucoup. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. La fin de ce mois de novembre est marquée par la lutte contre les violences faites aux femmes. Rendez-vous à noter dans vos agendas. Une conférence est proposée ce mercredi 28 novembre à 18h à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Elle sera animée par Karine Lambert, vice-présidente du réseau universitaire et scientifique euro-méditerranéen sur les femmes et le genre. Cette année, le thème sera « Violence contre les femmes, comprendre pour éradiquer ». Le coup d'envoi des illuminations de la ville a été donné la semaine dernière. Noël approche à grands pas et l'esprit est déjà à la préparation de ces fêtes. Dans le quartier de Monte-Carlo, tout proche du casino, des petits chalets en bois fleurissent depuis quelques années. Alexandra Pani vous les présente. Sapin de Noël, vin chaud et gourmandise, tous les ingrédients ont été réunis pour ce lancement des chalets de Monte-Carlo. Décoration chaleureuse et élégante pour ces 7 chalets ouverts au public depuis le 16 novembre sur l'avenue de Monte-Carlo, tout proche de la place du Casino. De quoi démarrer les premiers achats de ces fêtes de fin d'année. D'un seul coup, vous vous levez le matin et vous dites « Tiens, je verrai bien des chalets avenue de Monte-Carlo ». Donc j'en ai parlé à la direction de l'immobilier de la Société des Bains de Mer. Eh bien, ils ont été tout de suite séduits et on a commencé par un chalet. Et ensuite 3, 4 l'année dernière. Et cette année, maintenant, on est à 6, 7. Donc je suis ravie parce qu'on a eu un engouement de Monaco et avec des belles marques. Et on a fait de très beaux chalets. Et maintenant, voilà, nous sommes un beau village, chic, élégant pour Monte-Carlo. Objets de décoration, repas de fête, peluches pour les plus petits et même pour nos compagnons à 4 pattes. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour aller à la découverte de tous ces trésors de Noël. Nous avons ouvert ce journal en vous mettant l'eau à la bouche avec la 3e édition du Chef World Summit et nous allons le refermer de la même façon avec le salon de la gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille. Les amoureux de cuisine ont pu y suivre pour la première fois un concours culinaire en direct. Maestro Chef, un nouveau rendez-vous gourmand que vous fait découvrir Christine Datomel sur des images de Serge Prémont et c'est votre focus info du jour. Il a tenu en haleine les spectateurs et les exposants durant 3 jours. 3 jours durant lesquels les concurrents de Maestro Chef ont créé le suspense et ont fait saliver le salon de la gastronomie. Sélectionnés parmi 150 dossiers, 8 marmitons ont été retenus pour participer à cette première édition sous le chapiteau de Fontvieille. Inspiré des émissions télévisées où des cuisiniers amateurs s'affrontent pour obtenir le titre de maître culinaire, Maestro Chef a mis les petits plats dans les grands pour faire de ce concours la cerise sur le gâteau du salon de la gastronomie. Le comité d'organisation a bien sélectionné 8 finalistes et sur ces 8 finalistes, on a commencé donc vendredi et ils avaient vendredi un risotto réalisé en 1 heure pour 2 assiettes et après samedi on est monté en gamme donc pour les 4 demi-finalistes. Donc où là on a eu un pavé de cabillaud avec 2 légumes, mais là sur 3 assiettes. Derrière les fourneaux de la finale dimanche, Christelle et Jean-Philippe. Et si Jean-Philippe, pilote d'hélicoptère passionné de cuisine, avoue avoir souhaité participer à ce concours pour relever un défi personnel, Christelle, véritable cordon bleu à la maison, a été inscrite dans le secret par son mari. La cuisine, c'est sa passion. Elle aime bien cuisiner, elle a quasiment toujours fait depuis qu'on se connaît. Elle aime bien les grandes tables, donc quand on y va, elle y prend beaucoup de plaisir. Pourquoi pas passer de l'autre côté? Et alors, on nous a confié qu'elle avait beaucoup de techniques. Elle a appris la cuisine toute seule ou elle a suivi quand même des cours de cuisine? Elle a fait quelques cours, mais il y a un petit moment, elle suivait les cours de Marcel Ravin. Elle en faisait un par an. Mais c'est sa passion, donc à la maison, elle fait des recettes. Et, elle suit des recettes que sa mère lui avait indiquées ou elle en prend d'autres. Donc c'est une réelle passion pour elle. Alors vous devez bien manger à la maison avec les enfants? Oui, c'est vrai. Mais la semaine,
Comme on a un travail assez prenant au niveau du temps, c'est compliqué. Donc le week-end c'est un peu plus facile, mais on mange bien, c'est vrai, on mange bien, il n'y a rien à dire. Alors que les finalistes prennent place derrière les fourneaux à 15 minutes d'intervalle, le public découvre en même temps que les deux cuisiniers le menu, à savoir un plat de fête. Pour clore le concours, les finalistes aujourd'hui, ils ont 4 filets de pintade, 2 cuisses de pintade, 2 légumes différents, dans un choix de légumes avec du chou, de la pomme de terre, de la carotte. Et ils ont 2 heures pour réaliser 4 assiettes. Ça, c'est le thème du concours et jugé par des jurys professionnels à chaque fois. Est-ce que vous leur prodiguez des conseils? On vous voit parler de temps en temps aux candidats. Oui, parce que quand il y a une erreur qui est faite, on ne peut pas la laisser faire. Notre devoir en tant que professionnel, c'est de dire, voilà, là, vous faites une petite erreur. Si vous voulez changer, voilà ce qu'il faut faire. Après, c'est eux qui font. Ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas, mais mon devoir, c'est de leur dire. Donc, ça se passe très bien. Donc, il y a un candidat, par exemple, elle a fait un petit appareil où il n'y a pas de liant, donc ça ne pouvait pas faire. Donc, elle est en train de refaire autre chose. Ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont stressés un petit peu avec tout ce monde autour, avec de grands chefs également qui surveillent leur travail? Alors, ils sont stressés. Au début, non. Là, on a 2 heures. Donc, la première heure, non. Mais vous allez voir qu'à l'heure, la dernière demi-heure et la période, le dernier quart d'heure adressé, là, le stress monte à 100%. On les voit trembler alors qu'ils n'ont pas tremblé. On les voit un moment hésiter pour mettre le légume ou la pintade dans la sorte. C'est assez phénoménal. Donc, on va le ressentir monter en puissance, on va dire. Le public venu nombreux suit avec attention sur des écrans les recettes improvisées par les concurrents. Et si les images font saliver les spectateurs et que des parfums alléchants s'échappent des casseroles, les finalistes restent concentrés, même si cela requiert un certain lâcher-prise. On essaye de faire au mieux, mais en fait, bon, il y a des petits aléas. On n'a pas tout ce qu'on veut au niveau du matériel et de la marchandise, donc il y a des choses qui ratent et qu'il faut rattraper au mieux qu'on peut pour avoir la bonne recette. Alors vous n'êtes pas à la maison, c'est quand même difficile de s'habituer au lieu. Exactement, il faut s'adapter à tout, mais on est bien encadré, les chefs sont très gentils avec nous et nous donnent quand même quelques petits conseils, donc on les remercie. Ça se passe bien, c'est presque limite au niveau du temps, mais ça devrait aller. Donc pour le moment, là, j'ai quasiment tout en place et je vais commencer la cuisson de la volaille. Est-ce que c'est difficile de cuisiner devant un public ? En fait, au départ un petit peu parce qu'on est impressionné par le monde. Ensuite, on occulte, en fait, on rentre dans une bulle et on s'occupe de notre travail, donc ça va. La cloche vient de retentir pour le premier candidat. Les spectateurs découvrent 4 assiettes pleines de maîtrise, tout comme le jury composé de 4 grands chefs de la principauté. On juge d'abord par la présentation, bien sûr, donc le plat était très bien présenté. Après par la cuisson de la viande, la cuisson des légumes, le goût, voilà. Donc, et le tout fait qu'on doit donner des annotations par rapport à tous ces critères. Alors vous avez apprécié le plat apparemment? Oui, vous avez tout mangé? Oui, bien sûr, oui, j'ai apprécié le plat et tout ça. Il y a quelques petites difficultés, mais en sachant que ce sont des gens non professionnels, c'est vrai qu'effectivement, mais il y a beaucoup de travail sur ce truc. Et je suis fier d'être jury donc, de Maestro Chef avec mon ami Joël Garot. Et c'est vrai que quand on voit ça, des fois, on a quelques leçons à apprendre parce que ça nous donne quelques idées des fois. C'est vrai qu'effectivement, c'est très bien. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Christelle de présenter son plat. Et après délibération, le verdict tombe. Jean-Philippe est le grand gagnant de Maestro Chef, mais Christelle aura été une redoutable adversaire. Seuls 2 petits points sur 80 départagent les 2 finalistes. Une immense fierté d'être arrivé jusque-là. C'est un honneur aussi d'avoir pu séduire les chefs sur un concours qui était très sympathique et très bien organisé. Donc vraiment une grande fierté. Est-ce que l'année prochaine, on vous retrouvera sur ce concours? Alors je viens d'apprendre qu'effectivement on va me retrouver a priori comme jury. Donc je verrai l'autre côté
de l'organisation et ça me plaît aussi. Je suis très contente d'avoir participé à Maestro Chef, c'est une super expérience avec franchement des cuisiniers d'un cœur énorme. Ils nous ont aidés tout au long, ils ont été là avec nous et même si j'arrive que deuxième, je suis déjà super contente d'arriver à cette place-là et on fera mieux l'année prochaine. Une expérience qui sera renouvelée l'an prochain, mais cette fois avec de nouvelles surprises. Maestro Chef s'apprête à devenir un événement incontournable du calendrier. Avis donc au cordon bleu. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? La réponse avec la météo. Mercredi, alternance de nuages et de soleil avec des températures comprises entre 8 et 14 degrés. Jeudi, il faudra compter sur une présence plus forte de nuages, mais pas de pluie. Vendredi, malheureusement, la pluie devrait faire son retour et le week-end s'annonce mitigé, avec tout de même de larges apparitions du soleil samedi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info ou sur vos tablettes avec l'application Monaco Info également. À très bientôt. Au revoir.